Binge Audio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Jusqu'à preuve du contraire, un podcast signé Binge Audio et Alliance Sorbonne Université. Le concept, on décortique les obsessions de notre époque avec ceux qui les étudient vraiment, les scientifiques. Le tout en 3 rounds, ça questionne pour faire le point sur l'actu, ça passionne pour explorer les racines historiques et enfin ça cartonne pour voir comment la pop culture s'en empare. À la fin, vous serez enfin calé sur le sujet, jusqu'à preuve du contraire, évidemment. Aujourd'hui, on baisse les yeux vers nos assiettes et on tend le bras vers les rayons de nos supermarchés. Sur le papier, la France s'est donné un défi historique, presque une promesse de science-fiction, l'objectif 2040. Le plan, débarrasser définitivement notre quotidien de tous les emballages en plastique à usage unique. Une véritable révolution écologique, un horizon propre. Sauf qu'entre la loi et la réalité de votre panier de courses, il y a un gouffre et quand on s'approche des étals, le doute s'impose. Des barquettes de tomates aux sachets de salade, le plastique est partout. Pire, plusieurs enquêtes et rapports récents menés par des associations tirent la sonnette d'alarme. Loin de diminuer, l'utilisation du plastique semble stagner, voire grimper dans certains rayons de la grande distribution. Les supermarchés ne jouent pas le jeu et l'objectif 2040 semble de plus en plus compromis, pour ne pas dire hors d'atteinte. Alors l'utopie du zéro plastique est-elle déjà en train de prendre l'eau ? Est-ce un simple retard à l'allumage ou un renoncement pur et simple des industriels ? En tout cas, pendant que les emballages s'accumulent, qu'advient-il de ce qu'ils contiennent ? Au-delà de la pollution visible de nos poubelles, y a-t-il une contamination invisible ? En clair, nos aliments sont-ils pollués par leurs propres emballages ? Pour faire la lumière sur cette présence qui s'incruste dans nos vies et nos organismes, on mène l'enquête avec Jean-Baptiste Fini, professeur en écophysiologie au Muséum national d'histoire naturelle. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Ça questionne. Alors Jean-Baptiste, quand on pense contenant en plastique, on a l'impression que l'emballage protège l'aliment, c'est un peu l'idée, mais on a l'impression aussi, par rapport à ce que je viens de dire, que c'est pas tout à fait vrai, c'est pas qu'une protection. On s'est rendu compte que l'emballage qui avait été conçu pour protéger de la manipulation, pour protéger des micro-organismes, pouvait ne pas être inerte et aussi relarguer certaines substances qu'il composait. Donc, c'est-à-dire l'emballage lui-même va pouvoir distiller de petits fragments de certains additifs, certains stabilisants, certains antioxydants. Donc, tout ce qui va composer l'emballage, finalement, va pouvoir se retrouver. Alors, bien sûr qu'il y a des normes, heureusement, et c'est assez bien contrôlé, mais une partie de ces composés échappe à la norme, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément vérifier l'impact sur le long terme, on ne va pas forcément vérifier si ça perturbe nos hormones, et donc ces trous dans la raquette font qu'on se pose la question d'une contamination qui est quotidienne, qui est multiple, parce que, comme vous l'avez rappelé, le plastique est partout, et donc cette accumulation de petites doses quotidiennes sur du long terme, eh bien, on ne connaît pas les conséquences. Et avant de parler de ces additifs, c'est ce qu'on appelle aussi les perturbateurs endocriniens, avant de rentrer là-dedans, c'est parce qu'on chauffe le plastique ou est-ce que ça se fait de manière, même juste en laissant son sachet plastique autour des bananes traîner, que ça se fait ? En fait, à quel moment il y a cette migration qui se met en place ? Alors, il y a plusieurs paramètres qui vont accélérer en fait la migration du contenant vers le contenu. Donc, vous avez la chaleur. Le fait de réchauffer un aliment, en effet, va faire s'agiter les molécules et vous pouvez voir certaines fois sur des plats préparés une coloration avec certaines épices de votre contenant. Eh bien, en fait, il faut imaginer que l'inverse est possible aussi, c'est-à-dire que des petites particules du contenant vont aussi aller dans l'aliment. Vous avez donc cette chaleur, vous avez le temps et vous avez la nature de l'aliment. C'est-à-dire certains aliments, plutôt acides, plutôt gras, vont favoriser la migration de certaines molécules qui sont contenus dans l'emballage. Et donc, quand on parle de ces molécules, c'est quoi ? Parce que le plastique, c'est pas une seule substance, vous l'avez dit. Enfin, voilà, on parle de phtalate, de bisphénol. Je dis des mots que je ne comprends pas. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est et ce qu'on risque de manière hormonale, justement, avec ces composants ?
Alors, il faut revenir à ce que c'est un plastique. Donc, un plastique, c'est une chaîne, donc c'est un polymère, donc c'est une chaîne de monomères. Donc, il faut imaginer que vous avez plusieurs briques qui sont imbriquées les unes dans les autres, et ça va faire donc ce polymère. Donc là, vous avez du polystyrène, c'est-à-dire que c'est un amalgame de styrène. Vous avez du polyéthylène, vous avez une chaîne d'éthylène, vous avez du polycarbonate, c'est une chaîne de bisphénol A. Ah bah voilà, j'allais dire carbonate, j'allais me faire avoir. Donc, vous avez compris le principe. En tout cas, c'est une chaîne carbonée assez longue qui va permettre en fait de donner un matériau qui est souple, qui va être cassant ou pas, qui va être transparent ou pas, donc en fonction du type de plastique. Et puis vous avez les additifs, vous avez des stabilisants, vous avez des antioxydants, vous avez toute cette soupe en fait chimique qu'on va rajouter pour donner la couleur au plastique, pour éviter que si vous avez un plastique blanc, eh bien il ne jaunisse au fur et à mesure du temps, qu'il soit plus ou moins souple, c'est-à-dire vous avez tous fait l'expérience avec un gobelet en plastique que certains se cassent, c'est du polystyrène. Vous avez ceux qui se cassent pas, c'est plutôt du polypropylène. Vous avez du plastique qui va être plutôt transparent, par exemple le bisphénol A était transparent comme du verre et était résistant comme du plastique. Donc c'était formidable. Il y a eu un essor de l'utilisation du bisphénol A parce que justement, ça ressemblait au verre, mais c'était beaucoup plus léger et ça n'avait pas la contrainte que ça cassait. Justement, bisphénol A, on parle de perturbateur endocrinien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup. Et par exemple, moi, je sais que je l'entends, je peux l'employer, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, merci de me le décrire. En effet, vous avez dans les plastiques tous ces additifs, donc toute cette soupe-là, il a été dénombré 16 325 substances qui pouvaient rentrer dans la composition des plastiques. C'est-à-dire que techniquement, sur le marché, il y a plus de 5300 formulations de plastiques différents qui peuvent se retrouver en tant qu'emballage, en tant que carte bleue, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Parmi ces additifs, vous en avez certains qui ont été estampillés comme perturbateurs endocriniens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des molécules qui peuvent perturber le bon fonctionnement de nos hormones, induire un effet néfaste, donc une maladie, une perte de fonction en tout cas, chez la personne ou ses enfants. On a des exemples historiques de perturbateurs endocriniens. Vous avez un pesticide qui s'appelait le DDT, qui est un pesticide qui a été utilisé après la Seconde Guerre mondiale, qui a été épandu pour tuer les moustiques qui étaient porteurs de la malaria. Et en fait, on accumule ce pesticide, on accumule son produit de dégradation, le métabolite, et on s'est rendu compte qu'il y avait des conséquences sur la santé humaine, donc avec des doublements du cancer du sein, par exemple, chez les enfants des mères exposées. Vous avez aussi des conséquences chez les alligators, qui certains avaient des micro-pénis. Vous avez aussi, et c'est ce qui a rendu finalement le concept vraiment célèbre, c'est le printemps silencieux, c'est que ça fragilisait la coquille des œufs de certains oiseaux, notamment de l'emblème des États-Unis, et donc c'est ce qui a fait écrire le livre Printemps silencieux à Rachel Carson en 1962. C'est aussi ce cri d'alerte-là qui a fait qu'il y a eu une agence américaine de protection de l'environnement. Donc, un autre exemple, ce sont des médicaments qui avaient été donnés pour éviter les fausses couches pendant les années 40. Et on s'est rendu compte en fait que ça induisait des cancers chez les enfants des femmes qui avaient pris ce médicament. Donc ça, on va dire, c'est presque des choix. C'est-à-dire qu'on met un pesticide, on prend un médicament. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus faible en termes de quantité, mais qui va être beaucoup plus long en termes d'exposition. Et on est sur une multitude de produits. Vous avez nommé les phtalates. Les phtalates sont des assouplissants de plastique. Plus vous allez avoir de phtalates, plus votre plastique va être mou. Vous avez par exemple les jouets pour les enfants qui étaient jusqu'à assez récemment, 2002, avec des phtalates. Donc il y a eu une interdiction pour les 4 majoritaires avec des courtes chaînes qui a été nommée. Il y a eu des interdictions qui ont été aussi mises pour tout ce qui va être tubulure dans les matériels médicaux, donc les tubes, les poches dans lesquelles on récupérait du sang. Tout ça, il y avait aussi des phtalates. Il y a eu des composés qui ont été mis à la place, mais en fait, il faut se rendre compte que ces produits-là ne sont pas inertes, c'est-à-dire qu'ils ne relarguent pas rien. Et c'est là tout le problème, c'est-à-dire qu'on est passé d'un concept où dans les années 50, le plastique était vu comme quelque chose qui protégeait l'emballage, donc l'aliment, à quelque chose où on se questionne sur « Ah, mais est-ce que l'emballage ne va pas ajouter aux polluants que je sais déjà exister dans l'aliment lui-même, puisqu'on sait qu'il y a des traces de pesticides, on sait qu'on a des polluants éternels comme les PFAS. » Et donc, tout ça fait qu'on s'interroge, en fait, sur l'innocuité de ce qu'on ingère tous les jours.
Pourquoi il n'y a pas des normes ? Est-ce qu'on est face à un manque d'outils réglementaires à l'échelle européenne pour justement lutter contre ces emballages ? On manque de données aussi épidémiologiques qui permettent de lier vraiment le contenant avec une maladie. C'est-à-dire que tant que ça reste des molécules indépendantes qu'on a testées dans des laboratoires et qui donnent une maladie, on va nous dire oui mais c'est le mélange, puis finalement les concentrations c'est pas tout à fait celle de la vraie vie. Donc on a besoin d'études qui montrent sur une cohorte de personnes et qui regarderaient les personnes qui mangent avec tel type d'emballage, développent plus tel type de maladie. Et en fait, c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement. Donc Mathilde Touvier, qui est directrice de recherche à l'INSERM, a développé avec sa cohorte et son groupe le Nutri-Score, que vous connaissez tous. Et donc dans un projet qui s'appelle Food Contact, on a comme objectif d'arriver à un pack score pour dire justement tel type d'emballage n'est pas terrible et se baser sur des données que nous aurons à la fois sur des cohortes, à la fois sur des modèles que nous avons développés dans l'autre projet ou d'autres mécanismes en fait qui vont être étudiés. Et donc, quand vous dites cohorte, c'est quoi ? Quand on parle de cohorte, c'est un terme qui vient du militaire, mais en fait, c'est un corpus de personnes. Et donc là, la cohorte qui est suivie et qui est utilisée dans le projet Foodpack pour regarder l'impact sur cette cohorte-là, ça s'appelle Nutrinet Santé. Donc c'est une web cohorte. Les gens s'enregistrent, c'est gratuit, donc les gens le font gracieusement, et vont remplir des questionnaires pour dire ce qu'ils mangent, mais avec un niveau de précision qui est non pas donné par les gens, mais qui est donné par le code-barre et par l'accès aux bases de données de comment l'emballage et l'aliment a été fait. Donc ce qui est déjà sorti, et ce que vous voyez souvent dans les actualités, sur cette cohorte-là, ce sont des associations qui ont été faites, par exemple, avec les risques cardiovasculaires ou les risques de diabète avec les additifs alimentaires. Donc ça, c'est ce qui a déjà été montré avec la cohorte Nutrinet Santé. Et donc avec cette cohorte-là, on essaye aussi de faire une étude pour montrer l'association entre ces mêmes éléments de santé et l'utilisation d'emballages alimentaires. Ça passionne. Comment en arriver à ce que le plastique soit la solution pour tout ? Ça a commencé quand et quand est-ce que ça a augmenté ? Ça a commencé donc avant la Seconde Guerre mondiale, mais ça a vraiment connu son essor à partir des années 50. On a eu une production plastique qui est venue répondre à des besoins de l'époque. Et donc, c'était vu comme vraiment une solution. C'était un progrès. Vous n'aviez plus de problème de stérilisation avec certaines aiguilles pour les matériels médicaux. En fait, le jetable est venu remplacer des problèmes de stérilisation qui pouvaient arriver dans certains hôpitaux. Pour le consommateur, on a eu une solution avec le plastique qui était que on n'avait plus quelqu'un qui avait mis ses mains avec potentiellement des germes, des virus ou des bactéries dessus. Vous aviez quelque chose qui était propre, c'est-à-dire que votre emballage permettait d'être quasiment sûr que du moment où ça a été récolté et mis sous emballage jusqu'à maintenant, personne n'y a touché. En tout cas, ce qu'il y a dedans, personne n'y a touché. Donc c'est vraiment venu répondre à un problème hygiéniste parce que, on avait un besoin de se rassurer à ce niveau-là. Ensuite, il y a un mode de consommation, c'est-à-dire qu'on a eu une expansion du mode de consommation avec la grande distribution. Donc vous avez les premiers grands magasins qui ont fait leur apparition avec aussi la promesse de pouvoir avoir des produits qui normalement étaient saisonniers, de pouvoir les avoir à n'importe quel moment. Pour ça, il y avait aussi le self-service. Donc pour pouvoir faire du self-service, il faut des sacs en plastique, il faut en tout cas avoir des choses qui ne sont pas lourds. Mais c'est sûr qu'avant, on ne se posait pas les questions. On avait une consigne pour la bière, l'eau, le lait... Et donc là aussi, c'est venu comme une solution. Le plastique, regardez, vous n'avez plus besoin de faire de la consigne. C'est moins lourd, c'est moins embêtant. Et puis après, il y a aussi le fait que les femmes ont commencé à travailler et on vendait alors, à tout le monde, mais c'est vu comme un progrès parce que du coup, c'était moins de temps passé. La vaisselle qu'on peut jeter, c'est moins de temps passé à faire la vaisselle. Et on peut donner aussi des arguments écologiques. En plus, ça consomme moins d'eau maintenant. Et donc, on est passé de hygiénisme, émancipation et développement, grosse consommation, à des années 80 où on se pose des questions, on se dit « Ah oui, mais là, c'est plutôt la pollution », à maintenant, là, l'année 2020, 2030, à l'overdose. Dans l'idée de lutter contre, ou en tout cas d'essayer de changer certaines pratiques, on parle d'emballage alternatif. Notamment, il y a les barquettes en carton qui ont fait ou refait leur apparition. Pareil, des gobelets en carton aussi. Mais aussi de la cellulose, par exemple. Est-ce que c'est une victoire écologique ou
c'est un joli coup de com'. Alors, c'est une bonne idée initialement, je pense, de vouloir réduire donc le plastique, c'est-à-dire la quantité de plastique qui est mis dans nos poubelles. Une solution alternative a en effet été de dire, utilisons du plastique qui est fait à partir d'éléments naturels. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser du pétrole et donc d'épuiser les ressources non renouvelables, on va utiliser du maïs, on va utiliser de la betterave. Et donc, ça résout une partie du problème qui est que, oui, on n'utilise plus d'énergie fossile, mais à la fin, ça fait du plastique. Donc, on ne résout pas le problème sanitaire, là. Le problème de ce plastique, c'est que c'est quand même un plastique et donc on ne résout pas non plus le problème de l'environnement. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête qu'on produit actuellement environ 500 millions de tonnes de plastique par an. Sur ces 500 millions de tonnes, on en a 350 qui vont devenir un déchet. Et donc, la moitié de ces déchets, c'est de l'emballage. J'exagère un petit peu, c'est 40%. Mais quand même, il faut se rendre compte de ça. C'est-à-dire qu'on a énormément de déchets dans l'environnement qui vont se fragmenter, qui vont se retrouver dans l'environnement, dans l'océan, qui vont être ingérés aussi pour certains par des poissons que nous allons consommer. Donc on va être réexposé une deuxième fois. Donc quand on nous dit la cellulose ou les emballages alternatifs, oui, mais si c'est pour faire un emballage qui a une surface de contact avec l'aliment qui est encore du plastique. Un liner comme en piscine. Un liner comme en piscine, exactement. Une petite couche qu'on ne voit pas forcément et qui va être sur l'emballage. Eh bien, ça ne résout pas le problème dont on vient de parler. Et pire, c'est qu'au niveau recyclabilité, c'est encore plus compliqué parce que quand vous avez du carton avec un liner en plastique, pour pouvoir le recycler, il faut retirer le liner et prendre le carton pour pouvoir le recycler pour du carton. Quand vous avez du plastique, c'est du plastique polypropylène estampillé comme ça et on va recycler le polypropylène. Là, ça nécessite, avec ces bimatériaux, finalement, de retirer le liner, chose qui n'est quasiment pas faite. Donc, soit ça part en décharge, c'est enfoui, ça se fragmente ou c'est perdu, soit c'est incinéré. Mais en tout cas, la recyclabilité qu'on imagine avec ces matériaux n'est pas du tout celle qu'on croit. C'est-à-dire que vous avez, en gros, maximum 10% de ce qu'on met qui va être vraiment recyclé. Et quand je dis recyclé, je ne devrais même pas dire ça, parce que le recyclage, on imagine le verre qui est recyclé à l'infini. Pour le plastique, on va recycler 5-6 fois pour le PET, 10 fois peut-être pour le propylène, mais après, on va être obligé, en fait, de toute façon de réinjecter de la matière brute, vierge, et surtout, en fait, on va être obligé de faire un autre objet. Donc ça va quand même devenir un déchet. Par rapport à ces contenus alternatifs, vous avez coordonné le projet de recherche Polysafe. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu en quoi ça consiste et quels résultats vous avez observés ? Alors, le projet Polysafe, c'est un projet qui a été financé par l'Agence nationale de recherche et le but était de regarder les alternatives au plastique qui donc allaient remplacer le plastique dans les cantines scolaires en 2025. Donc là, on repart un petit peu en arrière. On a déposé le projet avant le confinement, avant 2020. Et donc, on s'était posé la question, mais qu'est-ce qui va être mis à la place ? On avait en tête l'histoire que le bisphénol A avait été remplacé par d'autres bisphénols. Donc finalement, l'interdiction, oui, mais on n'avait pas de substitut qui était vraiment correct. Et donc, on s'est posé la question de savoir, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir une substitution par de la cellulose qui, certes, ça ressemble à un carton, mais en fait, c'est un plastique déguisé en carton. Parce que la couche qui est en contact avec l'aliment, ça reste du plastique. Et donc, sur ces emballages-là, nous avons mis des simulants alimentaires de différentes natures pour mimer les différents types d'aliments, gras, acides ou avec un petit peu d'alcool, pour les plats en sauce par exemple. Et puis, on a regardé si ce qui avait été extrait par juste le contact et un petit peu de chaleur, allait perturber les hormones de systèmes que nous avions développés dans nos laboratoires. Je dis nous parce qu'on était un consortium de 5 équipes, juste pour dire qu'on avait testé sur nos systèmes, est-ce que oui ou non, on perturbe les hormones ? Et la réponse est que le verre et l'inox, non, ça ne perturbe pas les hormones. Le plastique, ça dépend. Et la cellulose, ça dépend. Donc, pourquoi je dis ça dépend ? C'est parce que, en fait, tous ne donnaient pas une activité et ne perturbaient pas les hormones, mais je n'ai aucun moyen de vous dire, sur la base de ce que je voyais, pourquoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, on n'a pas identifié les molécules qui perturbent les hormones. Donc, ça veut dire qu'actuellement, sur le marché, on a des contenants qui potentiellement relarguent des molécules qui peuvent perturber les hormones.
Beaucoup d'industriels, justement, vous parliez de dire ça se fait sur un long terme avec des petites doses, et justement, ils n'arrêtent pas de dire des petites doses, c'est pas si grave, c'est pas si dangereux. En fait, vous êtes en train de dire que ça tient pas de ce genre d'argument. Alors, en fait, ça tient pas parce que le concept de perturbateur endocrinien est assez jeune dans l'environnement scientifique. Le terme a été nommé pour la première fois en 1991, donc c'est pas si vieux. Et donc, on parle de molécules qui perturbent les hormones et avec des conséquences qui peuvent être sur des générations après. Donc, le principe même de nous dire, finalement, des faibles doses, c'est pas grave, c'est nier ce concept-là. C'est-à-dire que les hormones, c'est à faible dose. Vous imaginez une goutte d'un colorant pur que vous mettez dans une piscine olympique, c'est à peu près les quantités d'hormones qui circulent dans notre sang. Donc c'est une dilution qui est extrême. On est à 1 milliardième de litre et pourtant ça a une activité biologique. Et donc quand on a des molécules qui sont normées pour dire, allez, on a jusqu'à plusieurs milligrammes qui sont autorisés à migrer du contenant vers le contenu, ça tient pas non plus. C'est-à-dire que l'argument de nous dire ça n'a pas de conséquences ou l'argument de nous dire cette quantité-là c'est acceptable, eh bien prouvez-nous le contraire et montrer l'innocuité avec les outils existants à l'heure actuelle. Ça serait vraiment bien qu'on puisse arriver à quelque chose d'inversé, c'est-à-dire que d'augmenter un peu le niveau de sécurité et le niveau de type de tests qui sont demandés, même si, comme je le dis, il y a énormément de choses qui sont faites pour la sécurité alimentaire et que les emballages, il y a déjà une batterie de tests qui est assez conséquente. Et il y a une liste de molécules interdites. Mais pareil, on a une liste interdite. Donc on va aller regarder dans les tests de migration si les molécules interdites ne sont pas présentes. Mais quid des autres ? Je vous ai dit, il y en a 16 325. Donc potentielles. Elles ne sont pas toutes dans un emballage, heureusement. Mais ça veut dire que le nombre de mélanges et de possibilités est quasiment infini. Donc on ne peut pas aller chercher les 16 325, ce n'est pas possible. Donc on va aller regarder celles qui sont problématiques. Les phtalates, on en a parlé. Le bisphénol, A, S, F, on va regarder aussi. Mais d'autres molécules qui sont juste pas documentées ou qui sont peut-être considérées comme non problématiques. On ne sait pas pourquoi, parce que ça n'a jamais vraiment été testé, mais non problématiques, comme les antioxydants. Un antioxydant, c'est bon pour la santé? Non, c'est parce que ça évite justement les radicaux libres. Ça, il n'y a pas vraiment de recherche là-dessus. Et parler de pollution tout à l'heure, que les déchets plastiques, c'est 40% d'emballage. Donc on a aussi un problème écologique. Et donc ces emballages plastiques, en fait, ils ne se dégradent pas, ils se subdivisent. C'est ça, l'idée, c'est qu'ils se subdivisent en permanence pour devenir ces fameux microplastiques. C'est quoi ces microplastiques et à quel point ça a une conséquence et écologique et alimentaire, en fait? Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que les plastiques qui vont se retrouver dans l'environnement, quand on nous met OK compost, la plupart du temps, quand on vous le mettez vraiment dans du compost à la maison, ça va pas se dégrader. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est OK compost, mais dans un compost industriel avec une certaine pression et une certaine température. Malgré tout, même quand c'est composté, il y a une fragmentation plus qu'une vraiment dégradabilité. C'est-à-dire qu'on ne va pas arriver au cycle du carbone avec production de gaz carbonique. Non, on ne va pas arriver à ça. On va arriver à une fragmentation. Cette fragmentation, d'un point de vue visuel, on ne voit plus la pollution. Donc c'est génial. Sauf que d'un point de vue écologique, c'est dramatique. Vous avez des microparticules, donc on appelle ça micro et nanoplastique parce que ça va avoir en fait une taille de moins de 5 mm jusqu'au micromètre pour les microplastiques et en dessous du micromètre pour les nanoplastiques. Pour que vous ayez un petit référentiel, une cellule de notre organisme, c'est à peu près 50 micromètres. Donc vous avez des microplastiques qui vont être plus gros que des cellules. Et puis vous avez des nanoplastiques qui vont être plus petits que des cellules. Donc la question sur les microplastiques, c'est le fait que alors sur les macroplastiques, là, ce qui est encore visible, vous avez les problèmes d'enchevêtrement, le problème de ce qu'on entend avec les tortues qui vont avaler des sacs plastiques. Oui, ou qui s'étranglent. Voilà, qui s'étranglent. Donc ça, on va dire, c'est des plastiques qui sont pas dégradés, ou très peu, et qui vont causer un problème physique. Vous avez les microplastiques, on ne voit plus, qui là vont être ingérés, qui peuvent provoquer des micro-inflammations. Et donc, vous allez peut-être stimuler une réparation. Puis si c'est tout le temps, en fait, c'est un peu le problème de tout le temps réouvrir une même plaie. Au bout d'un moment, on n'arrive plus vraiment à la soigner. Donc ça, c'est un problème. Est-ce que ça altère notre microbiote, c'est-à-dire ou le microbiote de l'environnement, des animaux de l'environnement? C'est-à-dire que ces microplastiques sont vecteurs d'additifs parce qu'ils ont été créés comme ça, mais ils peuvent être vecteurs aussi d'autres choses. C'est-à-dire que vous mettez dans de l'eau qui est polluée par un pesticide, vous mettez des microplastiques, le pesticide, il va vouloir se mettre sur le microplastique plutôt que de rester tout seul dans l'eau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces composés-là sont plutôt
hydrophobes, donc ils n'aiment pas l'eau. Et donc, s'ils se retrouvent dans un milieu où il y a des particules, que ce soit des algues ou des plastiques, ils vont se coller dessus. Donc, ça veut dire que l'individu poisson qui va ensuite ingérer la microalgue ou le microplastique avec le pesticide, il va ingérer plus de pesticides. Donc, c'est pas forcément un effet du plastique lui-même, mais c'est qu'il devient vecteur d'une autre pollution. Et puis, vous avez les nanoplastiques où là, alors là, c'est la grande question de savoir quels sont les effets à long terme d'une exposition quasiment quotidienne à ces nanoplastiques. Donc, si on reprend les emballages alimentaires, vous avez compris que finalement, on peut avoir une dégradabilité et après, vous allez avoir des microplastiques ou des nanoplastiques qui vont se retrouver dans le sol, dans l'eau, dans l'air. Donc, on est exposé quotidiennement à ces microplastiques, on est exposé à des nanoplastiques. Les conséquences sur la santé commencent à être documentées. Et donc, c'est une autre question et une autre problématique qui vient de ce tout plastique. Parce qu'il faut que vous ayez en tête qu'on est passé d'une production annuelle de à peu près 2 millions de tonnes en 1950 à 450-500 millions de tonnes en 2025-2026 et que les projections, c'est plus d'1,2 milliard en 2050. Et donc cet objectif de 2040, c'est utopiste peut-être ? Je ne sais pas si c'est utopiste. Enfin, en tout cas, l'objectif est louable et nécessaire. C'est-à-dire que oui, il faut arrêter de produire du plastique. Oui, il faut arrêter de produire des plastiques à usage unique, puisqu'on sait que à peu près les 2/3 des plastiques vont avoir une durée de vie quand même inférieure à 3 jours ou 3 mois. Vous avez aussi cette production donc qui a remplacé certaines fois. C'est-à-dire que, alors oui, dans les grandes distributions, on vous dit j'ai évité le suremballage de mes 2 boîtes de gâteaux et maintenant j'ai mis un stickers qui est en plastique, mais du coup ça fait moins de plastique. Mais à côté, vous avez toutes les boîtes où on a des fruits coupés maintenant, qui sont là 100% en plastique. Donc on a réduit sur certains emballages, on a réduit le suremballage, mais on est en train de créer de nouvelles choses. Donc ce qui fait que la réduction de 25% à l'horizon 2025, c'était en 2018, oui. On est à plus 4%. Donc on n'est pas du tout sur une bonne trajectoire pour dire on va y arriver. Néanmoins, on a dit en interne, maintenant en France, on n'aura plus de production de plastique. Donc on va faire que de la réutilisation ou injecter. Donc on va voir si c'est possible. Mais en tout cas, c'est nécessaire d'un point de vue humaniste de se dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. On va droit dans le mur si on continue à produire à ces quantités-là sans avoir de système de recyclage. ExxonMobil a été attaqué pour fausse information sur le fait de dire que le recyclage plastique, c'était possible. Et à l'infini aussi. Et à l'infini. Donc ça veut dire qu'on a quand même une conscience collective de se dire que quand on met dans notre bac de recyclage, les 3/4 vont pas être recyclés, même plus que ça, puisque je vous disais, il n'y en a que 10%. Donc il faut se dire aussi que le mieux, c'est quand même de moins remplir cette poubelle-là. Ça cartonne. Le futur. C'est pas croyable. Il faut que j'aille jeter un coup d'œil. Chaque chose en son temps, Marty. Nous avons un horaire très chargé. Mets ce blouson et ses chaussures. Lassage automatique, waouh! Le film, génial, je tiens à le dire parce que je suis une grande fan de Retour à le futur 2, imagine un futur notamment où toute la nourriture est disponible dans des capsules plastiques, où on va faire réhydrater les pizzas pour qu'elles deviennent géantes et elles sont elles aussi dans du plastique. Tout est plastique et micro-ondable. Dans un film comme Wall-E, tout aussi génial par ailleurs, les personnages dans un futur qui vivent dans l'espace ne mangent que dans des gobelets ou avec des pailles. Bref, on est vraiment dans un futur tout plastique. On a l'impression que pendant très longtemps, et même encore un peu maintenant, le cinéma fantasme un futur très plastique finalement. Alors est-ce que d'une certaine façon le cinéma nous a pas enfermés dans un culte du plastique, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse dans l'art, le cinéma, la série, peu importe, la littérature, pour essayer de modifier nos visions du futur? Donc vous avez raison, la vision du futur était plastique. Et je dis était parce que je pense que ça change un petit peu maintenant, mais dans les années 80, le plastique c'était encore vu comme un progrès. Même je pense que jusqu'au début des années 2000, le plastique c'était un progrès. En fait, on ne voit le progrès qu'avec ce matériau qui a été composé par l'homme, qui n'existe pas à l'état naturel. Et si on regarde dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu de plastique.
Donc c'est vraiment quelque chose qui est futuriste. C'est-à-dire on a créé quelque chose qu'il n'y avait jamais eu avant et qui permet de faire tout et n'importe quoi. De l'emballage, des montres, ça remplace plein de choses. On arrive à faire même des murs avec des nanoparticules. Donc oui, forcément, c'est futuriste et les médias et les films se sont emparés de ça. Et on s'est enfermé dans cette idée que le plastique, c'était le futur. Ce qui serait bien, c'est que maintenant, on arrive à se dire qu'on pourrait s'en passer. Et est-ce qu'on pourrait avoir un futur aussi sans plastique ? Ça serait vraiment bien. Mais le fait est que je pense que, par exemple, Retour vers le futur 2, on est dans les années 80. Donc on est, je crois que c'était une projection en 2015 ou 2016. Voilà, donc on a déjà passé ça. Mais en effet, tout était plastique. Les habits étaient beaucoup plus... assez plastique aussi, en fait. Assez plastique. Donc oui, c'est parce que il faut montrer qu'on n'est plus du tout dans une époque années 50. Et donc le meilleur moyen, en tout cas dans les années 80, de montrer le futur, c'était de montrer tout plastique. Et c'est pas le seul exemple. Je pense qu'on a beaucoup d'exemples, comme vous l'avez dit, finalement de films où le plastique, c'est le futur. En 2022, dans le film Les Crimes du futur, le réalisateur David Cronenberg, qui aime bien comme ça la transformation des corps, on l'avait vu dans La Mouche par exemple, eh bien il imagine un futur où il y aurait une évolution de l'être humain et il pourrait digérer le plastique. Alors, sans parler de dire si on pourra un jour ou pas digérer ce plastique, est-ce qu'on peut déjà imaginer que le plastique puisse faire partie de nos corps ? En tout cas, c'est visionnaire parce que ce qui est sûr, c'est qu'on est envahi en fait par des microparticules plastiques. Ce qui a été documenté récemment, c'est qu'on en a à peu près partout. Dans tous les organes, on retrouve, quand on cherche des microplastiques, on en a dans le sang, dans le placenta, dans le cerveau, dans les organes qui filtrent, donc plutôt les reins et le foie, vous allez en retrouver aussi. Donc on a du plastique dans notre corps. Est-ce qu'on va arriver à intégrer le plastique au point qu'on devienne mi-homme, mi-plastique ? Je pense pas, j'espère pas. En tout cas, ça va pas nous aider à faire nos fonctions physiologiques parce que on a besoin quand même de cellules et de fonctionnement entre cellules avec une communication dans notre organisme complexe. Donc je pense pas que le plastique puisse aider à ça. Justement, dans le documentaire Homo Plasticus, qui est disponible sur Arte et aussi sur YouTube, on parle déjà en fait de cette omniprésence comme ça du plastique dans notre environnement et dans notre corps. Et on pose aussi la question de quelle trace notre civilisation va laisser avec ce plastique. Quelle empreinte avons-nous laissée sur la Lune ? Ce drapeau est en nylon, un tissu synthétique, un tissu plastique. D'autres personnes parlent de plasticène. Est-ce que vous pouvez expliquer cette notion de plasticène ? On est dans une époque, un scène ou une époque géologique. En fait, c'est vraiment quelque chose qui va déterminer. Il y a des éléments majeurs de rupture qui vont permettre de mener, en fait, de montrer des ères géologiques différentes. Donc, une glaciation totale, donc des éléments géologiques, mais ça peut être aussi des éléments qui changent complètement la face de la planète. Et donc, certains proposent qu'une ère future soit le plasticène, enfin c'est notre ère actuelle, mais qu'elle soit nommée comme ça ultérieurement, parce que on est la première époque avec le plastique, c'est-à-dire que ce matériau-là n'existait pas avant le XXe siècle, et donc on pourra dater assez facilement une époque, le 20e, le 21e siècle, avec le plastique. Et donc, on aura cette strate géologique qui sera encore visible dans plusieurs milliers, voire millions d'années. Et je reviens sur un dernier documentaire qui s'appelle Plastic Detox, qui lui est disponible sur Netflix. Et ce documentaire a un peu tendance à renvoyer la problématique du plastique à la responsabilité individuelle. Et je crois que ça, pour le coup, vous n'êtes pas vraiment d'accord avec. Ce qui est intéressant dans ce documentaire-là, donc pour faire le pitch rapide, c'est des couples qui sont infertiles, donc ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, et donc une épidémiologiste, Shanna Swan, aux États-Unis, leur dit on change vos modes de vie, donc on enlève tout le plastique de vos vies, et puis on change aussi l'alimentation, et on regarde dans 3 mois le cycle de spermatogénèse, donc de renouvellement des spermatozoïdes, et on regarde en 3 mois si ça a eu un effet, et si on a eu une amélioration. Et donc je vous spoil pas, mais oui, il y a eu une amélioration, mais je vous donne pas la fin. Donc, si vous voulez regarder s'ils ont ou pas des enfants, je vous laisse regarder. Mais par contre, ce qui m'ennuie, donc ce qui est très bien, c'est que ça montre qu'on a
une potentielle action et donc on a des leviers personnels pour pouvoir éviter certaines pollutions de notre environnement. Mais par contre, ce qui me gêne un peu, c'est de montrer que tout dépend de l'individu. Donc finalement, on peut mettre ce qu'on veut sur le marché. Du moment que les personnes font les bons choix, on se déresponsabilise complètement. Et je trouve que ça, pour le coup, c'est déresponsabiliser les gouvernements et puis aussi un peu les industriels qui mettent ça sur le marché. Donc je pense qu'il faut remettre tout ça autour d'une table. Il faut que tout le monde discute et dire, là, on en est arrivé à un moment où on a trop de personnes qui ont franchi ce seuil de fertilité. Donc, il y a des problématiques avec nos objets du quotidien, et notamment le plastique. Donc, avec des projections qui... quand même, il y a eu un article au début 2026 qui montre que le plastique engendre une perte d'années de vie en bonne santé. Ça a été estimé à 2 millions d'années qui sont perdues par l'humanité en 2026. Ça a été estimé à plus du double en 2040. C'est-à-dire que si on continue comme ça, en fait, le fait de continuer, ampute nos vies de certaines années en bonne santé. Très joyeux. En tout cas, merci. Non, je veux pas rendre tout ça trop dramatique parce qu'en effet, il y a des leviers d'action, mais il faut en avoir conscience. Je pense qu'il y a 3 états. Il y a l'apprentissage, en tout cas la conscience. Il y a la sidération et puis après, il y a l'action. Maintenant, on va se mettre... tous en marche. Allez, tous en marche. On va se mettre en action. Ça, c'est trop politique. Oui, c'est vrai que c'est très politique, mais non. On va tous se mettre en action, en tout cas, contre le plastique. Merci infiniment, Jean-Baptiste Fini, de nous avoir aidé à regarder au-delà du contenu de nos assiettes et à comprendre les dangers invisibles qui se cachent dans nos emballages. Grâce à vous, on comprend que la sortie du plastique en 2040 n'est pas qu'une question de gestion des déchets, c'est un enjeu de santé publique majeur pour les générations de demain. On ne repart peut-être pas avec un monde magiquement nettoyé des polymères et autres polycarbonates, et je vais pas me lancer parce que c'est pas mon domaine, mais on repart avec un regard nettement plus aiguisé, et ça, c'est déjà une victoire sur l'invisible. Et c'est la fin de cet épisode de Jusqu'à preuve du contraire, un podcast produit par Binge Audio et Alliance Sorbonne Université dans le cadre du projet SIND. On se retrouve très vite pour bousculer nos certitudes, car n'oubliez pas, tout ce que vous venez d'entendre est vrai, enfin jusqu'à preuve du contraire. Si cet épisode vous a plu et que vous avez des nièces, des neveux, des enfants, des filleuls ou n'importe qui entre 7 et 11 ans dans votre entourage, il existe une version enfant de ce podcast. C'est rigolo, c'est intelligent, les épisodes durent moins de 10 minutes et ça s'appelle Jusqu'à preuve du contraire Junior. Le premier épisode sur l'eau du robinet est en ligne dès maintenant sur toutes les plateformes d'écoute.